Bon, mesdames, messieurs, bonjour. Le Café des Causeries ouvre ses portes pour la 3e année consécutive. Alors, il vous est offert, vous le savez, par le CAE, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de la Manche. Soyez les bienvenus. Alors, comme je le dis, servez-vous un café, un thé, prenez des petits gâteaux, mettez-vous à l'aise, parce que, voilà, on est vraiment, nous, ravis de vous accueillir ici, aussi nombreux dans ce Café des Causeries. Nous vous proposons de partager un moment de convivialité, vous le savez, et je le redis, notre conception du patrimoine est joyeuse, ouverte et toujours sérieuse, hein, bien sûr. Alors joyeuse parce que c'est un plaisir de vous accueillir, c'est un plaisir de vous voir toujours aussi nombreux. Ouverte parce que le patrimoine dépasse, alors ça pour nous c'est très important de le rappeler, très largement les seules pierres des manoirs, châteaux et églises, hein, ça va bien au-delà, on est d'accord, le végétal est un patrimoine pour nous mondial. Et puis sérieuse, car nos invités, que je vais vous présenter, mais que vous connaissez, sont des experts, mais aussi et surtout des passionnés capables, et ça c'est pas toujours vrai, mais en tout cas capables de transmettre leur passion. Et je vous propose de débuter. Alors, à ma gauche, c'est peut-être celui que vous connaissez le moins finalement. Ah, il va me mordre. Oh, n'importe quoi. Alors, faut pas que je dise de bêtises. Bien sûr, Stéphane Marie, que vous connaissez tous, qui est auteur. Enfin, bon, bien sûr, on a envie de dire, vous le connaissez tous, mais c'est tellement un plaisir de le présenter que je vais faire les présentations, hein, évidemment. Donc, auteur, jardinier, et puis vous le retrouvez, évidemment, avec grand plaisir dans Silence ça pousse, avec ce talent qu'on lui connaît. Et puis, surtout, moi, ce que j'adore, ce sont ses dessins. C'est magnifique de le voir dessiner comme ça en direct, c'est vraiment sublime et c'est une vraie expérience. Vous pouvez effectivement l'applaudir, Stéphane Marie, qui nous fait le grand plaisir d'être avec nous. À ma droite, nous avons François Streff, qui est architecte, parc naturel régional du Marais et du Bessin, et qui va également partager sa passion. Elle est grande, vous allez voir, et elle est communicatrice. Et puis Pierre Aubril, qui est agriculteur et maire de la commune de Ravenoville, paysan, voilà, comme il préfère d'ailleurs à s'appeler. Et on va voir avec lui également que le patrimoine végétal, c'est un patrimoine vivant et que sa vision aussi est une vision vivante. Je vous donne, tiens, Stéphane Marie, je vous propose tout de suite de prendre le micro, si vous voulez bien. Et j'aimerais qu'on commence avec vous. Bonjour. Bonjour. Avec cette thématique, le patrimoine venu d'ailleurs, la biodiversité liée à ce patrimoine végétal. Ça, c'est important de le rappeler que le patrimoine, ici, dans la Manche, il peut aussi, et probablement il vient souvent d'ailleurs. Oui, bien entendu. Enfin, le voyage des plantes, c'est une chose qui remonte à des siècles et des siècles. C'est-à-dire que c'est la tradition de l'agriculture et la tradition du jardin. Si on pouvait appeler ça comme oui, on pouvait déjà le faire. C'est-à-dire que quand vous rendez à Assouan, vous avez il y a une pièce qui s'appelle le jardin botanique sur laquelle il y a tout ce que les guerriers du pharaon avaient ramené de leur conquête un peu plus loin en Mésopotamie. C'est-à-dire que les plantes circulent depuis des millénaires et font partie du patrimoine des vivants, des civilisations depuis tout ce temps. Le papyrus d'Égypte n'est a priori pas originaire d'Égypte. C'est les Égyptiens qui ont su faire des papiers, des papyrus sur lesquels ils écrivaient, mais c'est une plante qui est originaire d'Asie. Et nous vivons dans un contexte où tout nous paraît évident, où les hortensias semblent être d'ici, où pour les courges, on se dit bien que ça vient de quelque part ailleurs, où la plupart des glaïeuls qui sont dans nos jardins... a priori, voilà que je viens de m'apercevoir qu'il y en avait un tout de même qui était originaire du Perche, mais ils viennent tous d'Afrique du Sud. C'est-à-dire qu'on vit dans un univers où tout semble acquis, tout semble normal. C'est tout à fait évident que les plantes sont là depuis, ben non, pas depuis tant que ça. Et ce patrimoine, donc il bouge, il évolue, il faut accepter qu'il évolue. C'est-à-dire que le climat bouge. Les choses changent et il faut être assez vigilant justement. Il y a une chose pour moi qui est extrêmement fondamentale, c'est la dernière glaciation. Ça vous paraît un peu loin,
c'est loin. Sauf que quand vous allez en Chine, vous vous rendez compte que si vous prenez le littoral ouest, il est absolument continu comme ça et il descend presque jusqu'à l'équateur. Ce qui fait que lorsque le froid commence à prendre de l'importance, les plantes avec le temps se déplacent. Moralité, et alors que l'Europe c'est un peu différent, c'est-à-dire que nous, nos plantes, tout d'un coup elles butent contre les Alpes et paf, elles n'arrivent pas à traverser la Méditerranée. Et c'est pour ça que le patrimoine végétal de l'Europe et de plantes originaires de l'Europe est 5 fois moins important que celui de l'Asie. Voilà, et donc si il y a une dame que j'aimais beaucoup qui s'appelait Jelena Belder, qui est connue pour avoir créé des amamélis, et elle disait s'il vous plaît monsieur, vous faites de la télé? Oui, à l'époque personne ne me connaissait. Dites-leur à ces gens qu'il faut absolument planter de la diversité dans les arboretums, dans les forêts, qu'il faut introduire des choses, qu'il faut essayer des choses, parce que tout va bouger. Et parce qu'un oiseau est moins con que... Enfin non, elle ne parlait pas comme ça. Un oiseau, au bout de 2 ans, il sait si une plante est utile pour lui ou pas. Et voilà, c'est peut-être le patrimoine, oui, mais un patrimoine qui de toute façon évolue. Ouais, alors c'est ça qui est intéressant et c'est ce qu'on va développer tout au long de cette causerie. Merci beaucoup Stéphane Marie pour cette très jolie introduction. François Streff, moi je me tourne vers vous parce qu'un autre patrimoine auquel vous vous intéressez, c'est la terre, la bauge. Et ça aussi, c'est un patrimoine vivant et c'est un patrimoine aussi qui donne une certaine identité au territoire. Alors oui, effectivement, on a la chance d'être dans une région et un département en particulier où la bauge effectivement est très présente, presque exclusivement présente, un petit peu de torchis dans le Sud-Manche, mais donc on est avec le bassin de Rennes, un des territoires sur lequel on rencontre le plus de construction en France, en tout cas avec cette technique qui colle vraiment avec à la fois notre environnement, donc qui associe une terre très présente, liée aussi à la richesse géologique du département, au patrimoine géologique du département, donc très grande variété de couleurs de terre, de nature de terre, plus ou moins graveleuses, plus ou moins sableuses, plus ou moins argileuses, du rouge sang presque au blanc, en passant par les verts parfois. Donc une très grande variété, et puis des végétaux qui ont été souvent associés à cette technique-là, qui sont là aussi de très grande variété. On utilisait finalement ce qu'on avait sous la main, du roseau, des fougères, des ajoncs parfois, de la paille, et donc il nous a permis de construire sur certaines communes, notamment sur le territoire du parc, des communes où 80 voire presque 90% du patrimoine est bâti avec cette technique qui colle aussi parfaitement à notre climat. Assez paradoxalement, on est sur un mélange très, très humide, beaucoup d'eau, de terre et de fibres, et avec ça on construit, et c'est finalement une des techniques les plus adaptées à notre climat un peu humide de temps en temps quand même, en tout cas plusieurs fois par jour. Et comme le disait Stéphane Marie, ce sont aussi des techniques qui voyagent dans l'espace et dans le temps. Elles ne sont pas figées et elles ne sont pas non plus ultra localisées. Alors elles sont pas figées, elles sont parmi les plus anciennes avec le torchis, celles qui ont été vraiment utilisées presque en même temps que les cabanes de branchage. On a utilisé la terre et la paille associée avec de l'eau. Et dans les territoires où le bois finalement est moins présent, cette technique de la bauge a été beaucoup utilisée. Mais on la rencontre partout sur quasiment tous les continents, peut-être à l'exception de l'Australie. Mais ce sont plutôt les colons anglais qui ont amené la technique en Australie, en Nouvelle-Zélande. Mais voilà, une technique très présente et qui a aussi pas mal bougé finalement, puisqu'on a quelques traces historiques, notamment de maçons cherbourgeois ou manchots en tout cas, qui sont allés construire avec cette technique de la bauge dans certains villages du centre de la France. Donc ça, c'est une technique qui a bougé aussi. Et puis aujourd'hui, nous-mêmes, on bouge pour aller s'inspirer et réutiliser ces techniques ou ces variantes qui ont pu être développées à certains endroits. Nous, on essaye de les réinterpréter à notre manière pour essayer de reconstruire et de redévelopper cette culture. Réinterpréter, c'est un très joli mot et on va y revenir parce que ça, c'est quelque chose qui m'intéresse, la réinterprétation. Mais avant d'évoquer cette philosophie, parce que quand on est avec Stéphane Marie, on peut, je pense, se permettre de parler de philosophie des paysages et des végétaux. Mais avant cela, Pierre Aubril, je crois que vous partagez, alors, parce qu'on a préparé ensemble également cette causerie, patrimoine et végétal, pour vous, ça ne fait aucun doute. Il ne s'agit pas uniquement de parler, je le disais en introduction, des pierres, mais le végétal, c'est bien également notre patrimoine. Merci.
Complètement. Alors, on parlait des voyages des végétaux. Moi, je suis pas un grand voyageur, mais je constate. Alors, ça fait 40 ans que je travaille en exploitation agricole. J'ai repris depuis mes grands-parents, mes parents, etc. Je me dis tout à l'heure, je vous disais que j'étais paysan. Alors, paysan en tant que producteur de lait en agrobiologie depuis 20 ans. Homme du pays, parce que je suis maire depuis 25 ans, je m'intéresse à mon pays très local, et surtout au paysage, mais le paysage pas d'une façon figée. On est là pour entretenir et modeler le paysage. Et alors à la fois par l'activité humaine économique, mais aussi l'environnement climatique qu'on parle aujourd'hui. En 40 ans, je vois des évolutions. Alors, des évolutions que je maîtrise et d'autres qu'on ne maîtrise pas. Mais l'objectif, c'est de s'adapter. Et par rapport aux essences qui viennent de l'extérieur, il faut déjà regarder ce qu'on a sous nos pieds. Moi, je suis tout en prairie naturelle. Il y a un botaniste qui est venu l'année dernière. Sur une seule prairie, on a recensé plus de 100 espèces végétales. Alors, en fonction des cultures, des saisons, du climat, il y en a toujours une qui prend le dessus. Mais le patrimoine de biodiversité, il est là sous nos pieds. Et on a tendance à l'ignorer, voire à le détruire. Et c'est carrément une catastrophe et un suicide collectif. Je pense que ça, il faut savoir regarder, exploiter, entretenir, parce qu'il y a une réserve, une richesse. Moi, j'ai rien inventé. Il suffit d'observer la nature, alors, les végétaux, mais on parlait aussi le rôle des oiseaux. La faune a évolué en 40 ans sur mon exploitation. Parce que, quelque part, je travaille avec la nature et pas contre la nature. Mais en même temps, quand je dis je travaille, c'est parce que c'est mon outil de travail et j'ai besoin de dégager un revenu. Mais on peut aussi dégager un revenu et être aussi productif avec d'autres méthodes et des méthodes simplement naturelles. J'ai rien inventé, ce que nos grands-parents, nos parents faisaient, adapté avec la modernité. Je traite plus à la main et je travaille plus à la brouette. Mais les fondamentaux, ils sont là. Stéphane Marie, alors plein de choses dans ce que vient de dire Pierre Aubril. La première, alors sur laquelle j'aimerais revenir avant de poursuivre, c'est cette question des oiseaux. Parce que chez vous, vous vivez aussi des expériences. Vous vivez des expériences avec des oiseaux qui viennent et qui s'habituent progressivement dans le temps, parfois qui mettent quelques années, à s'habituer à vos propositions de plantation, de végétation. Pour revenir, je voudrais juste revenir sur ce que vous avez dit, parce qu'on avait fait une expérience assez forte avec Noël Bréham. On était tous les deux, c'est les plans de fin, donc on fout notre fauteuil quelque part, et puis voilà, bon, on fait notre plan de fin. Et là, tout d'un coup, on s'est dit on va aller le mettre en plein milieu de la prairie à foin. Et donc on était là, assis quasiment par terre, et au milieu d'une végétation qu'on n'imaginait pas. En fait, aller dans une prairie naturelle, asseyez-vous par terre au mois de juin et regardez ce qui se passe autour de vous. Voilà. Et là, tout d'un coup, vous voyez qu'il y a plein d'insectes qui se promènent dans les brindilles, qu'il y a plein de plantes différentes les unes des autres, qu'il y a une richesse qui est folle et qu'il y a une vie là-dedans. Faut pas avoir peur, hein. Mais non, mais passez de là, parce que des fois on a peur, hein, les gens ils ont peur de la vie, hein. Et c'est inouï. Et quand vous voyez un chandré gras tout neuf, voilà, qui va être retourné 3 mois plus tard, eh ben, cette vie-là, c'est évident qu'elle n'est pas là. Et ce que je veux dire, effectivement, c'est qu'en amenant toutes ces plantes dans le jardin, tous ces arbres, toutes ces choses, oui, il y a des animaux qui sont arrivés. Là, l'autre jour, après moi, les sociétés d'ornithologie britanniques, moi, je donne des boules aux oiseaux pendant l'hiver et je continue de leur en donner à la saison. Bref, les Anglais le font. Voilà, alors je dis que c'est à cause des Anglais. Mais n'empêche que je découvre des oiseaux que je ne connaissais pas, que je ne voyais pas avant. C'est-à-dire qu'ils ont des endroits où nicher. Là, il y a un frêne qui est très grand, très très grand. Ben, il y a un corbeau qui vient de s'installer dedans. Alors ça peut foutre la trouille, les corbeaux, mais même pas peur.
Et je trouve qu'ils sont magnifiques. Ceux-là, il est beau. Alors, quand ils seront 50, on verra. Et il y a les pires. Non, mais ils ont tous leur niveau de nidification. Et c'est assez fascinant. Les jets sont revenus, les verdiers sont là. L'autre jour, c'était un piquet-pêche qui était des choses que... Enfin, moi, j'ai grandi dans la campagne et soit je regardais pas, soit il n'y avait pas. Et j'ai tendance à dire que dans les années 70, peut-être il n'y avait plus. Ou pas, ou moins. On parle des inventaires catastrophiques, mais je sais pas. Je sais pas si les produits qu'on utilisait il y a 30 ans étaient encore pires que ceux qu'on utilise dans l'agriculture intensive aujourd'hui. Et donc chez moi évidemment, j'utilise pas ces choses-là. On laisse pousser des arbres et on offre de l'habitat. Et ça, c'est extrêmement important. Stéphane Marie, si on poursuit aussi, on peut dire que le propre milieu de certains végétaux leur devient hostile, notamment avec le réchauffement climatique, ce genre de choses. Vous évoquiez les hêtres dont les cimes brûlent parce qu'il fait trop chaud et maintenant ils sont plus chez eux. C'est pour ça que j'en reviens à Jelena de Belder qui disait il faut essayer parce que ça change et ce qui change c'est le climat. Et ici on est dans une des zones les plus propices à la pousse des hêtres qui sont le hêtre c'est un arbre, c'est vraiment un arbre qui fait partie de l'identité du bocage et puis c'est un arbre d'usage, c'est un arbre d'ébénisterie, c'est un arbre qui a été il y en a des sublimes dans la région et effectivement on les voit qui se déciment et dans le plus au sud c'est des arbres qui vont souffrir de plus en plus. On les voit là, les branches du haut, elles sont toutes mortes, il n'y a plus de feuilles dessus parce que les étés sont trop chauds. Que cet arbre-là, il a une capacité racinaire il a des tout petits vaisseaux. Voilà, il a un système racinaire assez puissant, pas tant que ça, et qui a une capacité de pompe assez réduite et des petits vaisseaux qui lui permettent pas d'hydrater ses feuilles autant qu'elles transpirent. Et donc quand il fait très chaud, il transpire plus qu'il ne peut boire, donc c'est par conséquent, la réalité du hêtre, c'est qu'il doit vivre dans des milieux où l'hygrométrie est importante pour être beau. Et c'est pour ça que les forêts de Normandie étaient magnifiques, elles souffrent beaucoup aujourd'hui, et que la zone de prédilection du hêtre est en train peu à peu de remonter vers le nord. Et du coup, alors, dans ce que vous dites et ce qu'on entend, c'est que apporter des formes de végétaux ou inviter un patrimoine venu d'ailleurs, c'est aussi peut-être prévoir la biodiversité de demain. On peut le percevoir comme ça ? La prévoir, en tout cas la nourrir. Alors évidemment, ça fait peur avec ces histoires de plantes invasives. On a introduit la renouée de sacaline parce que c'était une jolie plante. Alors certains disent qu'elle était décorative, d'autres disent qu'elle était fourragère. Mais en même temps, quand vous allez en Inde, vous avez des ajoncs partout. C'est les Européens qui les ont introduits. Et les plantes circulent. En même temps, il faut se rassurer en disant qu'il y a un pic, il y a toujours un pic, il y a un moment où les choses se calment. Donc, il ne faut pas trop s'affoler. Vaut mieux peut-être introduire toujours avec cette idée comme ça, de cette pauvreté qui est celle de la richesse botanique européenne. Vaut mieux faire rentrer le magnolia, il est américain. Mais en même temps, sur le continent européen, en fouillant, en faisant de l'archéologie, on peut trouver des traces de magnolia. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne sont plus là, qui ont été là précédemment. Les continents ont bougé, certes, les climats ont changé, mais c'est pas parce qu'il n'y a plus une plante qu'elle n'a pas été là, ou son ancêtre, et pour autant, si elle se plaît là et qu'elle veut bien se plaire, pourquoi ne pas l'intégrer ? Vous pensez tout de même pas que les maïs qui poussent dans les champs, ils sont originaires d'Europe. C'est un peu ça aussi. Et votre rhodo qui vient de l'Himalaya, il est bien chez vous ? Il se sent bien ? Il se porte bien aujourd'hui ? Oui. Il est heureux ? Les hortensias sont asiatiques. Les rhododendrons, à part pontique, qui est celui qu'on voit partout, qui est rose, là, qui est originaire de Turquie. Ils viennent tous d'autres continents, pour beaucoup de l'Asie et pour les plus beaux de l'Himalaya. Donc, nos jardins sont des refuges de plantes venues d'ailleurs. Voilà.
à nous d'assurer donc cet accueil le mieux que l'on puisse le faire, parce qu'on l'entend, c'est aussi prévoir, en tout cas préparer la biodiversité. Mais là c'est mon travail et ça c'est très très amusant parce que mais ça c'est le travail de tout jardinier, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a une plante, pour moi c'est comme une enquête. Vous avez une plante, d'où vient-elle, dans quel milieu vit-elle, dans quelles conditions évolue-t-elle, et pourquoi est-ce que là elle est moche et pourquoi est-ce que là elle est belle. Je vais les Cunera, Maïkata, des espèces de grandes rhubarbes là, géantes qu'on trouve un peu ici. Vous allez près de Nevers, elles sont grandes comme ça, voilà. Et vous venez chez moi les bonnes années, elles font 2 mètres d'envergure. Bon ben cette année elles font qu'1 mètre. C'est-à-dire que les printemps étaient tellement secs et il y a eu tellement peu de brume le matin qu'elles n'ont pas trouvé suffisamment d'eau dans l'atmosphère pour développer les feuilles comme elles le font les autres années. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais je ne sais même plus ce que je racontais. On parlait de biodiversité, mais justement, moi j'ai envie de vous poser une question, Stéphane Marie, peut-être pour me rassurer ou nous rassurer. Est-ce qu'il y a... Bien sûr qu'il n'y a pas que vous, mais on poursuit là juste sur cette notion-là. Est-ce qu'il y a des choses qui sont trop farfelues, que vous estimez trop farfelues, ou au contraire, l'imagination, tant que le paysage l'accepte, il n'y a aucune limite à cela? Non, pour moi, il y a des histoires de cohérence. Mais ça, c'est mon goût, c'est moi personnellement. C'est sûr qu'un bocage de palmier, ce serait ridicule, même si c'est possible. Hein. C'est possible. C'est tout à fait possible. Vous pouvez mettre des trachycarpus comme ça, tous les 25 mètres sur vos talus, là, en plein milieu des champs. C'est pas mal. Voilà. Bon, il y a un endroit à Bricbec où il y a 20 trachycarpus fortunei qui ont plus d'1 siècle. Mais c'était juste une manière de dire, parce qu'il était arrivé 50 ans ou 30 ans avant à Cherbourg, hein, parce qu'il est descendu à Cherbourg, à Nantes et à Marseille, mais aussi à Cherbourg. Voilà, ça fait riche. Ça, il y a ce côté bravoure. Oui, ça fait riche socialement. Aujourd'hui, c'est plus le cas, hein, mais je crois pas, je le sens pas. Mais à une époque, avoir le palmito au milieu de la pelouse, c'était soit notaire, soit docteur. Et avant, c'était soit amiral, soit banquier, ou voire maire de la commune. Enfin, le premier à avoir des trachis dans son jardin, c'est probablement Emmanuel Liais, qui en avait sur l'exotisme, ça devait. Et puis au Ravalais. Enfin, je veux dire, c'était ces grands jardins, ces gens qui étaient en quête de plantes, et il y avait tout un truc autour des plantes. Moi, des palmiers, j'en ai à la maison, mais ils sont en caisse. Même si les caisses, il n'y a pas de fond, mais je veux qu'elles aient l'air comme dans un cadre. Genre, voilà, on est allé acheter la Joconde, elle est là, mais bon, c'est pas tout à fait, ça n'a pas à voir. Enfin, voilà, il faut faire attention à ces histoires de. Sinon, il y a des images assez violentes, c'est-à-dire que vous allez sur l'île Nord, à Bréa, et vous êtes dans la Pampa argentine. Parce que les herbes de la Pampa ont envahi complètement l'île Nord et on ne voit plus que ça. C'est un peu la limite, peut-être. Ouais, effectivement. François Streff, pour revenir également à l'autre forme du patrimoine qu'on évoque ensemble, la bauge, aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose qui est très répandu? Est-ce que c'est quelque chose, que vous voyez qui se développe? Est-ce qu'il y a une demande? Et est-ce que justement, dans la continuité de la question que je posais à Stéphane Marie, il y a la possibilité aussi d'innover aujourd'hui? C'est-à-dire de poursuivre une tradition en l'adaptant à notre 21e siècle. C'est effectivement assez tendance aujourd'hui. La construction en terre et la technique en pointe à l'heure actuelle. Non, plaisanterie mise à part, on reste effectivement principalement pour l'instant sur un patrimoine très important. Hein. Je rappelle que c'est près de la moitié de la population mondiale qui vit dans un habitat en terre, pas spécifiquement en bauge, mais dans un habitat en terre. Donc c'est un matériau qui traditionnellement est très répandu, mais dont on a effectivement perdu un peu le sens ici en Europe en particulier, et qu'on essaye de redécouvrir. Alors il y a eu des prémices dans les années 70-80, mais ça a mis du temps à vraiment redécoller, je dirais. Et là, depuis peut-être une dizaine d'années maintenant, on sent véritablement qu'il y a un nouvel engouement pour ce matériau qui nous rend assez confiance sur l'opportunité de redévelopper cette culture-là. Alors justement, là, on a les associations Enerter, Pierre et Masse. Quels sont les avantages finalement? Est-ce qu'on peut comprendre avec vous et envisager avec vous quels sont les avantages? Parce qu'il y a bien des avantages à utiliser ces techniques et ces matériaux dans la construction de bâtiments.
Alors ce matériau est finalement disponible quasiment partout. Il suffit de dégager un petit peu la terre végétale qu'on va mettre de côté pour préserver cette biodiversité que vous évoquiez tout à l'heure. Mais moi qui, en tant que bâtisseur, m'intéresse pas particulièrement. Donc on a ce matériau-là à portée de main très facilement. Très peu d'énergie en général pour l'extraire, pour le transformer. Il n'est pas cuit, on le travaille cru. Donc très peu d'énergie pour le produire, pour le mettre en œuvre. Souvent associé à des végétaux dans les diverses techniques. Donc des techniques qui finalement piègent un peu le carbone, donc c'est aussi une des thématiques assez... Autres végétaux, c'était de la paille, du bois De la paille, du bois. Là actuellement nous faisons des recherches aussi pour valoriser toutes les fibres végétales issues de l'entretien des espaces naturels. Donc souvent des végétaux qui n'ont pas d'usage. Bon, on utilise éventuellement un petit peu de marisque pour les plantations de carottes, mais c'est peut-être des choses qui vont évoluer un peu à l'avenir. Donc ce végétaux-là finalement n'a pas d'autre usage actuellement. Nous, on l'étudie pour pouvoir le réintégrer dans nos mélanges. Donc un matériau qui est extrait pour maintenir une biodiversité sur des espaces naturels, mais qui n'est pas valorisé, qui est laissé à composter. Donc finalement, nous, on va pouvoir le réutiliser, l'intégrer, le stocker, et stocker le carbone qu'il contient dans les constructions. On essaye aussi de valoriser tous les déchets. On est dans une région ici assez connue pour la production de lin. Le lin qui est planté pour les graines, sa fibre n'est pas utilisée en textile. Le lin qui est de mauvaise qualité pour le textile, là aussi on n'utilise pas cette paille, on n'utilise pas cette fibre. Nous on l'utilise, ça nous donne des matériaux de très bonne résistance mécanique, performants, et qu'on va remélanger et réutiliser dans nos mélanges de bauge notamment. Donc c'est effectivement, pour répondre aussi à votre question de tout à l'heure, on est effectivement sur un plein développement aujourd'hui des recherches sur ce matériau, plein d'hybridation des techniques. Donc on vient chercher, alors pas forcément dans d'autres continents, mais dans d'autres domaines du bâti, dans d'autres techniques, on vient chercher les apports qui nous permettent de réinterpréter nos techniques traditionnelles, de les moderniser et de les rendre plus compatibles avec le mode d'habiter ou le mode de production du bâti d'aujourd'hui. Pierre Aubril, à nouveau, j'aimerais vous entendre sur ces notions de patrimoine qui n'est pas figé, parce que j'aime beaucoup vous entendre sur cette question, parce que pour vous, et on pourrait croire que en tant que paysan, agriculteur, vous voulez que tout soit carré, que tout reste dans un état probablement idéal, qui peut-être n'a jamais existé, mais en tout cas qui est fantasmé. Or, vous dites non, moi j'évolue, les choses évoluent, et c'est très bien ainsi. Je vous donne le micro pour réagir. Or d'abord, peut-être la notion, et on l'a évoqué tout à l'heure, de beau et de moderne. Depuis quelques décennies, la modernité, c'était on parlait de régras, un beau champ uniforme, les maïs qui font 2,50 m, 3 mètres, et c'est la monoculture. Et là, pour avoir cette monoculture, mais qui était signe de modernité et de richesse, en fait, ça a appauvri à la fois, premièrement, le paysan, c'est terrible, mais encore plus la biodiversité et le patrimoine. Donc cette notion-là, pour moi, est fondamentale. J'adore aussi la saison, c'est un peu humide en ce moment, mais s'allonger dans une prairie et regarder les nuages, c'est magnifique. Alors c'est vrai que des fois on se fait un peu chatouiller par les fourmis ou je ne sais quoi, mais ça reste magique. On a, ces dernières décennies, tué toute la vie du sol. Et on l'évoquait aussi tout à l'heure. La recherche, alors ce que nos grands-parents faisaient, c'était de la cohérence et de l'équilibre entre le sol, la plante, l'animal et la finalité, l'homme. Or l'homme, c'est en premier le paysan, mais derrière le consommateur et le citoyen. C'est ça qu'on a complètement perdu. Et donc, mais ce qui ne veut pas dire qu'il faut figer. Le patrimoine, il est là. Alors après, comment alors j'aime pas le terme exploiter, mais comment on travaille avec ce patrimoine c'est donner les conditions que ce patrimoine s'exprime. Alors, il y a les conditions agraires de l'homme, et puis le climat qui nous dépasse un peu, même si on a l'empreinte de l'homme sur le climat très forte et de plus en plus forte. Et quand même forte et de plus en plus forte et remise en cause. Mais déjà, par nos pratiques au quotidien, là, moi, en 40 ans, vous avez déjà... Je suis sorti de formation agricole, il fallait produire plus, labourer, intensifier, mettre des engrais, des pesticides, etc. Le jour où j'ai pris conscience que ça servait strictement à rien, premièrement, en productivité,
Après, par rapport aux besoins de la société qui est de nourrir la planète et de respecter l'environnement, notamment l'eau, l'air, etc., j'ai arrêté tout ça du jour au lendemain. Et la productivité aujourd'hui, certes un peu moindre, mais pas tant que ça. Si on ajoute la productivité, on parlait du raisin du maïs aujourd'hui, elle est rentable parce qu'on importe du soja du Brésil à coût d'énergie, etc. Bien sûr, c'est complètement faussé. Donc aujourd'hui, l'avenir de l'homme passe par la biodiversité. Ouais. Et notre patrimoine vivant. Et notre patrimoine vivant. Et vous dites, vous avez cette anecdote que je trouve très amusante. Vous dites, bon, moi aujourd'hui, je fais des vaches laitières. Demain, mon fils fera peut-être du mouton de pré-salé. Voilà, et puis après-demain, mes descendants seront pêcheurs. La réflexion que j'ai en tant qu'élu local et les grosses inquiétudes qu'on a. Mon exploitation est en dessous, moins de 2 mètres en dessous des hautes mers, c'est du terrain, des alluvions marins, des terrains conquis par des siècles sur la mer. La mer reprendra ses droits à un moment ou l'autre, et qui va peut-être arriver plus vite avec l'activité humaine. Mais il faudra s'adapter. Moi, je suis un homme de pays, j'ai toujours envie de vivre au pays. Pour la petite histoire, quand je me suis installé il y a 40 ans, la banque, l'administration avait dit à mon père, faut que vous trouviez une autre ferme, votre fils ne pourra jamais vivre ici parce qu'elle était hors norme, elle n'était pas dans les standards de l'époque. Et j'ai été obligé de faire un dossier complètement utopique que j'ai jamais appliqué, mais pour avoir des prêts bancaires, il a fallu que je passe par là. Vous voyez la pression de l'environnement tel qu'il est aujourd'hui. Donc il faut être tenace et donc il faut s'adapter à notre environnement. Les plantes savent s'adapter, les animaux savent s'adapter. Le plus bête des animaux, c'est quand même l'homme qui s'accroche à son patrimoine financier, je dirais, mais qui ne sait pas s'adapter. Donc là, aujourd'hui, c'est vrai que j'élève des vaches laitières. Peut-être que dans 25 ans, mon fils élèvera du mouton de pré-salé. Dans 50 ans, mon arrière-petit-fils élèvera des oies pour la chair et le duvet. Alors, il y a eu des élevages d'oies dans notre région il y a 400 ans. On y reviendra peut-être. Et puis si la mer... vous deviendrez pêcheur. On deviendra pêcheur. Mais on sera toujours un homme du pays. Oui, c'est ça. Stéphane Marie, alors ce qu'on découvre avec vous sur cette idée, j'aime beaucoup cette idée d'homme du pays, c'est que finalement le patrimoine, et c'est comme ça qu'on l'aborde avec vous, et finalement c'est comme ça qu'on l'aime le plus, c'est une aire de jeu. Avec vous, on a l'impression que le patrimoine devient une aire de jeu. On n'est plus dans ces questions de il faut le figer, ou on évoquera dans d'autres causeries, il faut reconstruire à l'identique, si vous voyez la référence. Bref, cette aire de jeu, comment ça c'est né dans votre esprit? C'est votre formation? C'est parce que vous dessiniez pour le théâtre? Comment vous apportez cette vision d'aire de jeu? Je sais pas ce qu'on s'est dit, mais ça va me revenir. Ah non, mais j'attends rien par rapport à... Parce qu'en fait, on prépare, hein, évidemment. On a vachement travaillé. On a super bossé. Vous inquiétez pas, on est ultra pro. Mais bon, après, on sort du cadre. C'est cette notion de beau, sans doute. Enfin, moi, j'ai grandi dans la proximité de fermes, pas à la ferme. Mes parents étaient commerçants, bouchers, donc voilà, ça finit ça. Voilà. Ça casse l'ambiance tout à coup. Et donc j'ai grandi dans des jardins. Je me souviens que chez mon oncle, il y avait tout le temps de la boue. On ramenait les vaches à la machine à traire et il y avait toujours de la boue jusque là. C'est horrible. Et je me suis dit jamais ça. Et en fait, je ne voulais que foutre le camp et faire du dessin, de la peinture, faire l'artiste. Enfin voilà. Et puis après avoir fait les beaux-arts et tout ça, il a fait un parcours. Il s'est trouvé que j'ai acheté la maison et que la maison est devenue effectivement une aire de jeu, la voilà. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à jardiner. Et c'est étonnant parce que moi, donc je laissais de côté le théâtre, peu à peu, de plus en plus, avec tout ce qui m'intéressait au théâtre, c'est-à-dire raconter des histoires de manière formelle, de construire des images, d'inventer des espaces dans lesquels des gens allaient évoluer pour raconter des histoires, me posant des questions de la peinture, de la sculpture, de me suis occupé d'art contemporain, voilà. Et puis à un moment où ça nourrit pas forcément son homme autant qu'il voudrait,
Et puis jardin, c'est quand même une chose qui me plaisait de plus en plus. Et j'avais presque plus envie d'aller partir 3 mois à Marseille. Quand vous avez un jardin, ça devient très compliqué. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai eu envie de faire Silence ça pousse, et que ce jardin qui m'a donné l'envie de jardiner et la passion du jardinage est devenu l'air dans lequel on s'amuse depuis 20 ans, et un espace qui est passé de 300 mètres carrés à je sais pas combien, parce qu'on me dit que je sais pas compter. Donc, parce que je dis que ça fait moins d'1 hectare, et tout le monde me dit que je mens, et c'est peut-être qu'ils ont raison. Voilà. Mais c'est... Bon, après, c'est ça, c'est du jardin. Et puis c'est la chance aussi de se poser la question, de rencontrer des milliers de gens, des centaines de gens qui ont la même préoccupation, qui racontent des choses autour de ça. La chance de... ça, c'est à partir du moment où il y a Silence ça pousse. La chance de quand j'ai commencé Silence ça pousse, je me suis dit, tu n'es pas capable d'être paysagiste, tu n'es pas capable d'être... Non, j'étais pas capable, je connaissais pas suffisamment les plantes. Ouais. J'étais pas capable d'être journaliste de jardin, parce que déjà je suis dyslexique et il a fallu réapprendre à écrire. Mais peut-être que tu peux faire de la télé, parce que c'est un truc de... Allez, Yahoo. Et non, puis j'avais fait des études de cinéma. Et donc voilà, le cinéma, le jardin, tout ça, la passion. Je me suis dit, de toute façon, la télé ne marche que parce que on y transmet de la passion, et ça, je dois pouvoir le faire. Ça, je dois être capable de le faire. Et c'était c'est 20 ans, en fait, ça fait 20 ans que je fais ça, et c'est 20 ans d'apprentissage extraordinaire. Les premiers sujets de Silence ça pousse pouvaient prendre tout mon temps pour les écrire, donc je faisais une émission. Et je mettais quasiment la semaine pour écrire les 13 minutes. Parce que j'allais chercher partout. C'est comme si j'avais fait des études. Chercher dans les livres, chercher chez le tonton, chercher voir ce qui se passait dans le jardin, croiser, compiler toutes ces expériences-là pour essayer de raconter le moins de sottises possible. Et me former, moi, en même temps en fait, j'étais payé en me formant presque pas moi-même, mais en compilant toutes les sources des uns et des autres. Et c'est vrai que c'est devenu... Et si j'avais pas trouvé ça ludique, j'aurais arrêté. Voilà. Et je trouve que c'est sans cesse étonnant, qu'il y a des choses à découvrir sans cesse, et approfondir sans cesse. Et c'est formidable. Enfin, voilà. Bravo, en fait, parce que... Mais si, parce que... Voilà, il y a pas grand-chose à dire. Peut-être, si vous pouvez nous éclairer, parce que au terme de cette causerie, je vais vous inviter à aller sur le fond de notre stand, de notre tente, parce qu'il y a Monsieur Pentier là qui est en train de préparer un bouquet. Ça aussi, c'est une autre forme de patrimoine. Peut-être vous pouvez nous en parler, Stéphane Marie, parce que vous avez préfacé le livre de Stéphane Pentier, et peut-être nous parler un petit peu de cette démarche qui est une autre démarche du patrimoine végétal. Je connais Stéphane Pentier depuis une 15aine d'années, et il a été... on est très proches. Et donc, il est venu avec moi sur les stands de Silence ça pousse à Courson à plusieurs reprises, enfin 1 an tous les ans. Et c'est lui qui faisait les bouquets du stand de Silence ça pousse. Mais pas des petits bouquets, enfin des bouquets quoi, des jolis bouquets. Tout ça à partir des fleurs d'automne du jardin et des végétaux qu'on trouve dans le bocage. Et en fait, il a fait des émules, évidemment, à commencer par la commissaire de Jardin. Ensuite... la directrice des éditions du Chêne qui lui a commandé un livre autour de ces bouquets. Des bouquets qui sont saison par saison, parce qu'on est aussi dans une espèce de réalité, de la temporalité, et qui associe les fleurs et les feuillages du jardin, et les fleurs et les feuillages de la campagne avoisinante. Voilà. Et bon, évidemment, il a beaucoup de talent, et c'est ce que vous allez découvrir tout à l'heure en allant le voir. Voilà, alors peut-être en guise de conclusion, je vais vous proposer, il y a énormément de monde, donc on va prendre, allez, 1 ou 2 questions selon la première question. Voilà, madame. Les pommiers que nous avons chez nous viennent d'où ? Ah, question très technique. Alors là, c'est très précis. Attention, Stéphane Marie, c'est mondialement retransmis, donc je le fais. Wikipédia va nous parler. On a essayé de remonter la trace du pommier. Il semblerait que les pommiers soient originaires du Caucase, qu'ils soient descendus par le golfe Persique, remontés par l'Andalousie et arrivés à Évreux au XVIe siècle.
Parce Ah oui, qu'après, quand même. précédemment, on buvait du vin. Voilà, en fait, la dame le savait très bien, c'était une colle. En Je plus, déteste qu'on essaie de me coller. en plus, vous essayez de piéger nos invités. C'est terrifiant. Écoutez, je vous propose d'applaudir vraiment. Ah bon, allez, une question, parce que vous avez un tel sourire, madame, que je ne peux pas vous refuser cette question. Oui, merci. Les pépiniéristes nous proposent maintenant des oliviers à acheter. Et je voulais savoir si c'était possible donc de pouvoir les planter maintenant avec le changement climatique, quoi. Allez, conseil plantation en direct C'est pour des moi causeries. cette question. Hein. C'est pas Je bon. crois que... Ah bah non, qui sait. Moi j'étais un peu comme Alain Baraton. D'ailleurs lui a fait, enfin bon, Alain il a tous les ans il y a un truc polémique comme ça. Ah bah, C'est Alain partie Baraton, de ses Versailles, actes de hein. communication. Oui, c'est Monsieur Jardin sur France Inter. Et moi je sais pas faire ça parce que je sais pas, je suis bien quand je parle bien et je suis pas bien quand je râle. Donc je fais pas. Et puis donc mais j'étais un peu d'accord avec lui et je voyais tous ces oliviers. On m'a offert pour mes 40 ans un olivier qui est dans un pot qui vaut une blinde parce que j'ai pas voulu le mettre en pleine terre. Un très joli pot de chez Marion Ravel. Enfin bon, bref. Très joli cadeau. Le machin il est moribond depuis que j'ai 40 Depuis ans. l'année Quoi. dernière, Ça en fait fait. un paquet d'années. Et un peu plus moche chaque année. Enfin bon voilà, bientôt je vais avoir un squalid wood, enfin une espèce d'arbre minéralisé. Sauf que plus le temps passe et plus je descends, je suis à 100 mètres d'altitude hein, et dans un sol extrêmement argileux, avec beaucoup d'humidité, donc œil de pan, ça ne va pas. Sauf que quand je suis près de la plage, dans d'autres sols, et que je vois qu'il y a 50 kilos d'olives dans un olivier, là je sais plus quoi penser. Et quand je suis à Asnières, sur une terrasse, il y a un olivier chez des gens. Ils ont fait la terrasse à ça du sol pour récupérer le niveau des portes, des portes, oui, effectivement. Le machin est dans un bac-sac, vous savez, ces trucs qu'on nous livre le sable avec ça fait 1 mètre cube. Et là, c'est pareil, il est couvert d'olives qui mûrissent et avec lesquelles les gens font des trucs à l'apéritif, quoi, hein, de la petite niçoise. Je me dis, alors, si l'arbre, il est content, si la plante va bien, si elle produit, j'ai plus rien à dire. Non mais c'est vrai, je peux pas. Je trouvais absurde. Non, ce qui est absurde, c'est d'avoir des plantes malades chez soi, d'avoir des plantes qui sont malheureuses chez soi. Et un beau jardin, c'est un jardin dans lequel les plantes ont l'air de prospérer et d'être heureuses. Si c'est pour avoir des trucs qui vont pas bien et qui prennent des coups dans tous les sens, là voilà, c'est ça qui est absurde. Ah, faut essayer. Ouais. Enfin voilà, vous voyez, si vous êtes à 200 mètres d'altitude, ici, dans les nuages en permanence, c'est pas la peine. Mesdames, messieurs, Pierre Aubril, François Streff et Stéphane Marie, qu'on applaudit bien fort. Merci à vous. Merci beaucoup.